Bonjour, c'est Las. Aujourd'hui, nous allons présenter le premier cours sur la probabilité et statistique. Ce cours marque le début d'une série de cours sur la probabilité et statistique. Il est destiné à toute personne qui vise à asseoir ses connaissances en probabilité et statistique. Donc, vous aurez en moyenne 10 cours. Aujourd'hui, nous avons le premier cours. Nous espérons que ce cours vous plaira et nous espérons également que vous trouverez certains éléments de réponse aux questions que vous vous posez généralement en statistique. Alors, merci de liker la vidéo, de laisser un commentaire et de partager si possible. Cela fait énormément plaisir. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Dans ce premier cours, nous allons principalement parler de la différence entre les statistiques et la statistique. Nous allons décrire les différents types de données. Nous allons expliquer la notion de variabilité des données. Et enfin, nous allons donner la différence entre les données catégoriques et les données numériques continues. Les statistiques. Les statistiques se réfèrent aux données relatives à certaines caractéristiques associées à un ensemble d'individus, d'objets ou d'activités. Généralement, les statistiques sont les chiffres que vous recevez dans les journaux, c'est-à-dire le taux de chômage peut être de 20%, le taux de chômage de 5%, le taux de chômage de 2%. Ouais. Donc, si vous ne prenez pas assez de précautions pour définir ces statistiques-là, alors vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Donc, vous pouvez utiliser les statistiques pour dire du n'importe quoi si vous ne prenez pas assez de précautions. Vous pouvez vous retrouver en train de dire le taux de chômage de la Côte d'Ivoire, c'est de 2%, parce qu'au préalable, vous n'avez pas pris des précautions pour pouvoir bien calculer ce chiffre-là. Donc, l'objectif dans ce cours sera de développer des précautions essentielles en statistique pour éviter de tirer des conclusions qui seront erronées. Si on prend l'exemple de deux écoles où il y a plus de réussite à l'école A qu'à l'école B, est-ce qu'on peut dire que une personne qui choisit d'aller entrer à l'école B est susceptible de réussir par rapport à une personne qui est passée à l'école B? Vous voyez qu'au préalable, la réponse n'est pas très évidente parce qu'au préalable, il faut connaître le nombre d'élèves dans l'école A, le nombre dans l'école B et les différentes infrastructures. Et une fois que vous avez pris toutes ces précautions-là, la statistique va vous orienter et ne va rien vous prouver. Donc, la statistique va vous orienter, va vous éclairer à prendre une meilleure décision, mais sans toutefois rien prouver. Donc, une réponse beaucoup plus péremptoire va être nécessaire à faire par des spécialistes pour établir une relation de cause à effet. Donc, et la statistique, entre elles, ça se refait à l'ensemble des méthodes scientifiques utilisées pour collecter les données, les analyser et interpréter les résultats de l'analyse. Généralement, on va distinguer la méthode descriptive et la méthode inférentielle ou inductive. La première méthode, la statistique descriptive, va viser à décrire votre jeu de données. Vous pouvez décrire variable par variable, c'est la statistique univariée. Vous pouvez décrire deux variables, c'est la statistique bivariée. Alors vous pouvez aussi décrire plusieurs variables, ça va entrer dans le cadre de la statistique multivariée, où vous pouvez utiliser les méthodes telles que l'ACP pour réduire le nombre de variables, ou alors l'ACM également pour réduire le nombre de variables, ou d'autres méthodes. C'est principalement ça le but de la méthode descriptive. Cette méthode descriptive, elle n'est pas causale. La méthode descriptive est purement descriptive comme son nom l'indique, mais elle ne permet pas de donner une relation de cause à effet entre vos différentes variables. C'est donc là que la méthode inférentielle va venir pour donner les relations de cause à effet entre vos différentes variables. Donc,
Dans la partie descriptive, vous pouvez soupçonner qu'il y a une corrélation entre vos différentes variables. Il y a des liaisons entre les variables, par exemple entre le revenu et la consommation. Vous allez soupçonner une corrélation entre ces deux variables-là dans votre analyse des descriptives. Et dans l'analyse inférentielle, vous allez utiliser des modèles statistiques, des modèles économétriques pour pouvoir dire que effectivement le revenu cause la consommation ou alors réciproquement. C'est donc là l'objectif principal de la méthode inférentielle. Donc la première méthode, elle va consister à prendre une série de données brutes telles que quelles sont pour tirer un maximum d'informations. Donc c'est ça l'analyse descriptive. Ça vise juste à tirer un maximum d'introduction. Et la deuxième méthode va apporter de l'induction, c'est-à-dire qu'elle permet de ramener les informations tirées d'un groupe d'individus choisis sur une population plus large. Donc vous avez un échantillon et à base de votre échantillon, vous faites de l'inférence pour avoir des résultats par rapport à votre population. Les types de données. Les statistiques telles qu'elles sont produites, elles sont basées sur des données. Donc, pour donc faire une meilleure analyse des données, il faut donc catégoriser nos différentes données. On va généralement distinguer les données numériques et les données catégorisées. Les données numériques, c'est l'âge, le nombre d'étudiants, le nombre de pays. Donc, ce sont les données qui sont quantifiables. Les données catégoriques sont le sexe, est-ce que masculin, féminin, le groupe sanguin, la couleur de peau, ainsi de suite. Alors, si vous avez des données catégorisées, vous pouvez toujours les transformer en données numériques en faisant un codage. Par exemple, le sexe, c'est soit masculin, féminin, mais vous pouvez transformer le féminin en 0, le masculin en 1. Et vous aurez une autre variable qui sera numérique, mais à utiliser avec précaution. Donc, maintenant, concernant les données numériques, on distingue les données discrètes et les données continues. Discrètes lorsque ces données-là seront dénombrables ou infini dénombrables. Donc, c'est le nombre de. Bon, pour ceux qui ont fait de l'analyse combinatoire, ils comprennent bien ce que je dis dénombrable. Donc, continu, ça veut dire l'ensemble des valeurs possibles est sur un intervalle. Donc, vous allez avoir la durée de vie, vous allez avoir toute variable, donc l'ensemble de ces valeurs peut être comprise dans un intervalle. La variabilité de données. Okay. Ici, imaginez que vous entrez dans une population où tout le monde est pareil. Donc les gens ont les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire vous entrez dans une classe où on a fait un devoir de mathématiques et tout le monde a 10 sur 10. La moyenne c'est 10. Donc vous voyez que vous ne pouvez tirer aucune information parce qu'il n'y a pas de variabilité. Si par exemple il y avait un qui avait 2, l'autre avait 18, l'autre avait 15, l'autre avait 16, alors la moyenne pouvait nous donner de l'information par rapport au premier et au dernier et en fonction des caractéristiques de chacun, on peut tirer des conclusions pour dire que le premier, c'est celui-là qui a peut-être eu une moyenne plus élevée en mathématiques, en physique, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en général, on fait appel aux statistiques pour gérer le problème de variabilité des données. Alors, c'est quoi la variabilité des données? Expliquons cela par un exemple. Pour vérifier l'efficacité d'un médicament, un seul patient n'est pas suffisant car l'effet varie d'un patient à l'autre. Ce qui peut être dû au stade avancé ou non de la maladie. Donc, c'est en fonction des caractéristiques d'un patient que l'effet va varier. Si on prend un seul patient, on n'a pas de variabilité, donc on ne peut pas faire de statistiques. Donc, c'est pour cela que, dans la suite, on verra que plus le nombre est grand, plus le nombre de données, plus le nombre d'observations sera grand, plus on a une information sur les lois qui régissent la variabilité des données et
on va être en mesure donc d'introduire une notion importante qui est la notion d'échantillon. Donc, on ne peut pas travailler sur une seule personne parce qu'il n'y a pas de variabilité. Mais à mesure que le nombre d'échantillons va augmenter, on pourra déduire une certaine loi que doivent suivre nos données. Pour ceux qui sont déjà avancés, ça vous fait penser forcément à la loi centrale limite qui va vous permettre de voir que si vous prenez votre somme sur un échantillon, la somme échantillonnale de 1 sur racine de n, lorsque vous centrez et réduisez vos variables, celui-ci va être apparent à une loi normale centrée réduite, somme sur racine de n. Alors, donc, à mesure que les données de l'échantillon vont augmenter, à mesure qu'il y aura de la variabilité, alors on pourra en déduire des lois qui vont nous permettre, ces lois-là vont nous permettre de faire de l'inférence sur la population. Alors, la statistique, c'est donc l'art de tirer des conclusions ou de prendre des décisions face à l'incertitude. Donc voilà donc la différence entre les statistiques et la statistique. Et voilà donc ainsi expliquer les variabilités des données. Parce que le rôle de la statistique sera de maîtriser la variabilité des données là. Les différents types de données. Les données catégoriques. Les données catégoriques sont des données qui comportent des valeurs numériques, mais plutôt des catégories, qui ne comportent pas, autant pour moi, ce sont les données qui ne comportent pas des valeurs numériques, mais plutôt des catégories. Donc, généralement, pour représenter ces données, on va les représenter avec les diagrammes en bâton. Et le rapport entre l'effectif et le nombre total d'observations sera appelé la fréquence relative. Et la fréquence absolue n'est rien d'autre que l'effectif en fait. Donc, généralement, pour représenter les données, on peut les représenter à l'aide, les données catégoriques, on peut les représenter à l'aide, on les représente à l'aide d'un tableau de fréquence. Tableau de fréquence. Alors, le tableau de fréquence, c'est un tableau à 2 colonnes qui contient les différentes catégories et les fréquences relatives respectives dans la première et la deuxième colonne ou inversement. Donc, si par exemple vous avez un jeu, si vous jetez un dé équilibré de 1 à 6, 20 fois dans l'air, et vous relevez à chaque fois le numéro de la face supérieure, alors on obtient ce résultat-ci. Et en fonction de ce résultat-là, on constate par exemple que le chiffre 1 a été obtenu 3 fois pour 20 lancés. Et donc, on a 3 sur 20, ça représente la fréquence relative pour obtenir d'obtention du chiffre 1. Donc, le tableau de fréquence est ainsi reconstitué en utilisant le même principe. On voit à partir du tableau de fréquence que les chiffres 4, 5 et 6 ont une plus grande fréquence, donc ils ont plus de chances d'apparaître dans notre lancée, contrairement au chiffre 3 qui a une fréquence plus faible, qui est de 2 sur 20. Alors, une fois qu'on a recensé ces données dans notre tableau de fréquences, on peut faire soit tracer le tableau de fréquences, soit le présenter sous forme de fréquences relatives, sous forme de graphique à bâton, donc diagramme en bâton. La représentation graphique des diagrammes dans le cas des données catégoriques et même celui des données numériques discrètes. Donc, on va utiliser également ce diagramme en bâton pour le cas des données numériques discrètes. Il est matérialisé par un axe horizontal et un axe vertical, tel que vous le voyez. Ok. Données numériques continues. Pour les données numériques continues, on va généralement les représenter
à l'aide d'un histogramme. Donc, on va plutôt placer l'axe horizontal. Sur l'axe horizontal, les bornes de l'intervalle. Sur l'axe horizontal, on aura les bornes de l'intervalle. À partir de ces bornes, on trace un rectangle de hauteur correspondante à cet intervalle. L'ensemble des rectangles obtenus est appelé histogramme. Voilà pour ce cadre où vous avez ce tableau. L'histogramme correspondant, c'est celui-ci. Alors, aussi, on peut aussi représenter les données numériques continues à l'aide du polynôme de fréquence. On utilise le polynôme de fréquence qui consiste à joindre les milieux des sommets des rectangles de l'histogramme par des segments. Pour le même exemple précédent, on aura la représentation suivante. Voilà le polynôme de fréquence. Alors, les subdivisions des intervalles ne seront pas toujours de même longueur, comme l'indique l'exemple ci-dessous. Dans ce cas, les hauteurs sont choisies de telle sorte que les surfaces des rectangles soient proportionnelles à aux fréquences correspondantes. Donc, vous allez donc définir les différentes densités et représenter en fonction des densités. Vous allez voir que plus votre jeu de données va augmenter, plus vous serez, même si vous êtes en données continues discrètes, à mesure que le jeu de données sera très grand, l'intervalle sur l'axe horizontal va se réduire et le polynôme de fréquences que vous allez obtenir va plus ou moins ressembler à une loi normale santé réduite à mesure que les données vont augmenter. Si dans ce cas-là, c'est très bien. Sinon, ça peut aussi arriver que ça s'écarte complètement de là et l'analyse sera aussi différente. Ok. Les représentations graphiques peuvent aussi se faire. Vous pouvez aussi faire une représentation bivariée. C'est-à-dire, vous croisez les variables et vous essayez de les représenter sur un même graphique. Vous pouvez représenter même 5 sur un même graphique. Alors, si on prend l'exemple des résultats 1, 2, 3, toujours lancer des dés, donc on a deux résultats possibles. Alors, on voit que la première expérience nous a donné ce qu'on a eu précédemment, la deuxième expérience nous donne ceci. Et on peut représenter dans ce graphique-là. Et on voit que dans l'expérience, la fréquence relative de 1 à la première expérience est plus faible par rapport à la seconde expérience. En conclusion, la variabilité, on ne peut rien. N'oubliez pas de vous abonner, de liker ou de partager nos différents contenus. Merci et à bientôt.